C'est aux objets historiques que nous appliquions plus haut cette notion d'aura. Mais pour mieux l'éclairer, il faut envisager l'aura d'un objet naturel. On pourrait la définir comme l'unique apparition d'un lointain, si proche soit-il. Suivre du regard, un après-midi d'été, la ligne d'une chaîne de montagnes à l'horizon, ou une branche qui jette son ombre sur lui, c'est, pour l'homme qui repose, respirer l'aura de ces montagnes ou de cette branche. Cette description permet d'apercevoir aisément les conditionnements sociaux auxquels est dû le déclin actuel de l'aura. Il tient à deux circonstances liées l'une et l'autre à l'importance croissante des masses dans la vie actuelle. Car rendre les choses spatialement et humainement plus proches de soi, c'est chez les masses d'aujourd'hui un désir tout aussi passionné que leur tendance à déposséder tout phénomène de son unicité au moyen d'une réception de sa reproduction. De jour en jour, le besoin s'impose de façon plus impérieuse de posséder l'objet d'aussi près que possible, dans l'image, tout dans son reflet, dans sa reproduction. Et il est incontestable que telle que la fournissent le journal illustré et les actualités filmées, la reproduction se distingue de l'image. En celle-ci, unicité et durée sont aussi étroitement liées que le son, en celle-là, fugacité et possible répétition. Sortir de son halo l'objet, détruire son aura, c'est la marque d'une perception dont le sens de l'identique dans le monde s'est aiguisé au point que, moyennant la reproduction, elle parvient à standardiser l'unique. Ainsi se manifeste dans le domaine de l'intuition quelque chose d'analogue à ce qu'on observe dans le domaine théorique avec l'importance croissante de la statistique. L'alignement de la réalité sur les masses et des masses sur la réalité est un processus d'immense portée tant pour la pensée que pour l'intuition. L'unicité de l'œuvre d'art et son intégration à la tradition ne sont qu'une seule et même chose, mais cette tradition elle-même est une réalité vivante, extrêmement changeante. Une statue antique de Vénus, par exemple, appartenait à une autre tradition chez les Grecs, qui en faisait l'objet d'un culte, et chez les clercs du Moyen-Âge, qui y voyaient une malfaisante idole. Mais les uns et les autres avaient pareillement devant eux l'unicité de cette statue, autrement dit son aura. Le mode d'intégration primitive de l'œuvre d'art à la tradition trouvait son expression dans le culte. On sait que les plus anciennes œuvres d'art naquirent au service d'un rituel, magique d'abord puis religieux. Or, c'est un fait de la plus haute importance que ce mode d'existence de l'œuvre d'art lié à l'aura ne se dissocie jamais absolument de sa fonction rituelle. En d'autres termes, la valeur unique de l'œuvre d'art authentique se fonde sur ce rituel qui fut sa valeur d'usage originelle et première. Aussi indirect qu'il puisse être, ce fondement est encore reconnaissable comme un rituel sécularisé, jusque dans les formes les plus profanes du culte de la beauté. Au moment du premier ébranlement grave qui l'affecte, le culte profane de la beauté, né à la Renaissance et resté en vigueur durant 3 siècles, révèle ce fondement. Quand apparaît le premier mode de reproduction vraiment révolutionnaire, la photographie contemporaine elle-même des débuts du socialisme, l'art sent venir la crise que personne 100 ans plus tard ne peut plus nier, et il n'y réagit pas à la doctrine de l'art pour l'art, qui n'est autre qu'une théologie de l'art. C'est d'elle qu'est née ce qu'il faut appeler une théologie négative, sous la forme de l'idée d'un art pur, qui refuse non seulement toute fonction sociale, mais encore toute évocation d'un sujet concret. En littérature, Mallarmé fut le premier à occuper cette position. Pour étudier l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, il faut tenir compte de ces contextes, car ils mettent en lumière le fait qui est si décisif. Pour la première fois dans l'histoire universelle, l'œuvre d'art s'émancipe de l'existence parasitaire qui lui était impartie dans le cadre du rituel. De plus en plus, l'œuvre d'art reproduite devient reproduction d'une œuvre d'art conçue pour être reproductible. De la plaque photographique, par exemple, on peut tirer un grand nombre d'épreuves. Il serait absurde de demander laquelle est authentique. Mais dès lors que le critère d'authenticité n'est plus applicable à la production artistique, toute la fonction de l'art se trouve bouleversée. Au lieu de reposer sur le rituel, elle se fonde désormais sur une autre pratique, la politique. La réception des œuvres d'art est diversement accentuée et s'effectue notamment selon 2 pôles. L'un de ces accents porte sur la valeur cultuelle de l'œuvre, l'autre sur sa valeur d'exposition.
La production artistique commence par des images qui servent au culte. On peut supposer que l'existence même de ces images a plus d'importance que le fait qu'elles sont vues. L'élan que l'homme figure sur les parois d'une grotte, à l'âge de pierre, est un instrument magique. Cette image est certes exposée au regard de ses semblables, mais elle est destinée avant tout aux esprits. Aujourd'hui, la valeur cultuelle en tant que telle semble presque exiger que l'œuvre d'art soit gardée en secret. Certaines statues de Dieu ne sont accessibles qu'aux prêtres dans la Cella et certaines vierges restent couvertes presque toute l'année. Certaines sculptures de cathédrales gothiques sont invisibles si on les regarde du sol. À mesure que les différentes pratiques artistiques s'émancipent du rituel, les occasions deviennent plus nombreuses de les exposer. Un buste peut être envoyé ici ou là. Il est plus exposable par conséquent qu'une statue de Dieu qui a sa place assignée à l'intérieur d'un temple. Le tableau est plus exposable que la mosaïque ou la fresque qui l'ont précédé. Et s'il se peut qu'en principe une messe fût aussi exposable qu'une symphonie, la symphonie cependant est apparue à un temps où l'on pouvait prévoir qu'elle deviendrait plus exposable que la messe. Les diverses méthodes de reproduction technique de l'œuvre d'art l'ont rendue exposable à un tel point que, par phénomène analogue à celui qui s'était produit à l'âge préhistorique, le déplacement quantitatif intervenu entre les deux pôles de l'œuvre d'art s'est traduit par un changement qualitatif qui affecte sa nature même. De même, en effet, qu'à l'âge préhistorique, la prépondérance absolue de la valeur cultuelle avait fait avant tout un instrument magique de cette œuvre d'art, dont on admit que plus tard, en quelque sorte, le caractère artistique. De même, aujourd'hui, la prépondérance absolue de sa valeur d'exposition lui assigne des fonctions tout à fait neuves, parmi lesquelles il se pourrait bien que celle dont nous avons conscience, la fonction artistique, apparaisse par la suite comme accessoire. Il est sûr que, dès à présent, la photographie puis le cinéma fournissent les éléments les plus probants à une telle analyse. Dans la photographie, la valeur d'exposition commence à repousser la valeur cultuelle sur toute la ligne. Cette dernière pourtant ne cède pas sans résistance. Son ultime retranchement est le visage humain. Ce n'est en rien un hasard si le portrait a joué un rôle central au premier temps de la photographie. Dans le culte du souvenir, dédié aux êtres chers, éloignés ou disparus, la valeur cultuelle de l'image trouve son dernier refuge. Dans l'expression fugitive d'un visage d'homme, sur les anciennes photographies, l'aura nous fait signe, une dernière fois. C'est ce qui fait leur incomparable beauté, pleine de mélancolie. Mais dès que l'homme est absent de la photographie, pour la première fois, la valeur d'exposition l'emporte décidément sur la valeur cultuelle. L'exceptionnelle importance des clichés d'Adjet, qui a fixé les rues désertes de Paris autour de 1900, tient justement à ce qu'il a situé ce processus en son lieu prédestiné. On a dit à juste titre qu'il avait photographié ces rues comme on photographie le lieu d'un crime. Le lieu du crime est lui aussi désert. Le cliché qu'on en prend a pour but de relever des indices. Chez Adjet, les photographies commencent à devenir des pièces à conviction pour le procès de l'histoire. C'est en cela que réside leur secrète signification politique. Elles en appellent déjà un regard déterminé. Elles ne se prêtent plus à une contemplation détachée. Elles inquiètent celui qui les regarde. Pour les saisir, le spectateur devine qu'il lui faut chercher un chemin d'accès. Dans le même temps, les magazines illustrés commencent à orienter son regard, dans le bon sens ou dans le mauvais, peu importe. Avec ce genre de photo, la légende est devenue pour la première fois indispensable, et il est clair qu'elle a un tout autre caractère que le titre d'un tableau. Les directives que les légendes donnent à celui qui regarde les images d'un magazine illustré vont se faire plus précises encore et plus impérieuses avec le film, où la perception de chaque image est déterminée par la succession de toutes celles qui la précèdent. La querelle qui s'est développée au cours du XIXe siècle entre peinture et photographie, quant à la valeur artistique de leurs productions respectives, nous paraît aujourd'hui abstruse et confuse. Mais loin d'en contester l'importance, cette circonstance pourrait au contraire la souligner. Cette querelle traduisait en effet un bouleversement historique de portée universelle et ni l'une ni l'autre des deux parties en lice n'en mesurait toute la signification. Une fois que l'art avait été franchi de ses bases cultuelles par la reproductibilité technique, il perdait à jamais tout semblant d'autonomie. Mais le siècle qui assistait à cette évolution fut incapable d'apercevoir le changement fonctionnel qu'elle entraînait pour l'art. Cette conséquence échappa même longtemps au XXe siècle, qui vit naître
et se développer le cinéma. On s'était dépensé en vaines subtilités pour décider si la photographie était ou non un art, mais on ne s'était pas demandé d'abord si cette invention même ne transformait pas le caractère général de l'art. Or, les théoriciens du cinéma devaient formuler leurs questions avec la même précipitation, mais les problèmes que la photographie avait posés à l'esthétique traditionnelle n'étaient que jeux d'enfants au regard de ceux qu'allait soulever le film. D'où cette violence aveugle qui caractérise les premières théories du cinéma. Abel Gans, par exemple, compare le film à l'écriture hiéroglyphique. Nous voilà, dit-il par un prodigieux retour en arrière, revenus sur le plan d'expression des Égyptiens. Le langage des images n'est pas encore au point parce que nos yeux ne sont pas encore faits pour elles. Il n'y a pas encore assez de respect, de culte pour ce qu'elles expriment. Séverin Mars écrit « Quel art eut un rêve poétique à la fois et plus réel ?» Considéré ainsi, le cinématographe deviendrait un moyen d'expression tout à fait exceptionnel et dans son atmosphère ne devrait se mouvoir que des personnages de la pensée la plus supérieure aux moments les plus parfaits et les plus mystérieux de leur course. Alexandre Arnoux, de son côté, au terme d'une fantaisie sur le cinéma muet, ne craint pas de conclure. En somme, tous les termes hasardeux que nous venons d'employer ne définissent-ils pas la prière? Il est très instructif de constater que le désir de conférer au cinéma la dignité d'un art contraint ces théoriciens à y introduire par leur interprétation avec une témérité sans égale des éléments de caractère cultuel. Et pourtant, à l'époque même où ils publiaient leurs spéculations, on pouvait déjà voir sur les écrans des œuvres comme L'opinion publique et La ruée vers l'or, ce qui n'empêchait ni Abel Gans de hasarder la comparaison avec les hiéroglyphes, ni Séverin Mars de parler du cinéma sur le ton qui convient aux peintures de Fra Angelico. Il est caractéristique aujourd'hui encore des auteurs particulièrement réactionnaires tentent d'interpréter le cinéma dans une perspective du même genre et qu'ils continuent à lui attribuer, sinon une valeur sacrée, du moins un sens surnaturel. À propos de l'adaptation cinématographique du Songe d'une nuit d'été par Max Reinhardt, Franz Werfel affirme que seule, à n'en pas douter, la stérile copie du monde extérieur avec ses rues, ses intérieurs, ses gares, ses restaurants, ses autos et ses plans a jusqu'ici empêché le cinéma d'accéder au royaume de l'art. Le film n'a pas encore saisi son véritable sens, ses réelles possibilités. Elles consistent dans le pouvoir qu'il possède en propre d'exprimer par des moyens naturels et avec une incomparable force de persuasion le féerique, le merveilleux, le surnaturel. C'est l'acteur de théâtre en personne qui présente au public sa performance artistique à l'état définitif. Celle de l'acteur de cinéma réclame la médiation de tout un appareillage. Il en résulte deux conséquences. Les appareils grâce auxquels la performance de l'acteur parvient au public ne sont pas tenus de la respecter intégralement. Sous la direction de l'opérateur, ils prennent constamment position vis-à-vis de cette performance. Ces prises de position successives que le monteur rassemble à partir du matériau remis entre ses mains composeront le montage définitif du film. Il convient un certain nombre de mouvements qui doivent être reconnus comme des mouvements de caméra, sans parler des prises spéciales du type des gros plans. La performance de l'acteur se trouve ainsi soumise à une série de tests optiques. Telle est la première des conséquences qu'entraîne la médiation de la performance de l'acteur par les appareils. L'autre tient à ce que l'interprète du film, ne présentant pas lui-même sa performance au public, n'a pas, comme l'acteur de théâtre, la possibilité d'adapter son jeu en cours de représentation aux réactions des spectateurs. Le public se trouve ainsi dans la situation d'un expert dont le jugement n'est troublé par aucun contact personnel avec l'interprète. Il n'a de relation empathique avec lui qu'en ayant une relation de ce type avec l'appareil. Il en adopte donc l'attitude. Il fait passer un test. Ce n'est pas là une attitude à laquelle on puisse soumettre des valeurs cultuelles.